Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La vie désastreux, le podcast aux opinions discutables et qui pourtant les assume. Il n'y a pas que les opinions qui sont discutables, il y a aussi le générique. Alors là, Nouvelle version du vous ne générique. venez pas de l'entendre, mais je viens de refaire à la bouche le bruitage de ce générique. Ce sera pour les abonnés à Cast Plus qui pourront avoir accès Exclusivité. l'exclusivité. Je suis toujours en compagnie de Julie. Bonjour Julie. Bonjour Robin. Bonsoir. Bonsoir, oui, t'as raison. Et on enregistre avant minuit, c'est pour ça. À 5 Oui, minutes 5 près. minutes. À 5 minutes près. Mais oui. Et on s'est dit, cette fois, dès qu'on rentre, on enregistre. Écoutez, il y a une pizza qui s'est On a présentée faim. devant nous. On n'a rien pu faire. Elle était à moins 50%. Non, une pizza achetée, une pizza offerte. Alors, Julie, toi, t'as ta petite théorie comme quoi c'est du Pour moi, c'est un clickbait. truc marketing. En fait, ils nous disent, c'est des pizzas pour 2 personnes. Et en fait, c'est des pizzas pour 1 personne. Et donc, la deuxième offerte, ça fait qu'on peut manger à 2 pour le prix de ce qu'ils avaient annoncé de base pour 2. Je sais pas si c'est clair du tout. Ouais, mais grosso modo, Trop en fait, compliqué. Julie dit que c'est peut-être du pipeau. Sauf que ce qui n'est pas du pipeau, c'est que nous sommes au 3e jour de mauvais tour. C'est vrai. Ouais, ça c'est de la transition. Mais voilà, mauvais tour, ça continue, on est à l'avant-dernier jour. Est-ce que la fatigue se fait présente ou pas? Un petit peu, mais ça va encore. Ça va, oui, il y a des petits coups de bas, du coup on voit des mauvais films pour rattraper ça, et ensuite on est en pleine forme pour les très bons films qui arrivent. Mais en vrai, non, ça se passe très bien, c'est juste qu'il y a le petit boulot quoi à faire, Oui. sinon... Et que voilà, aujourd'hui, on a une journée un peu plus remplie. Ouais, et demain, on est rempli du début à Totalement. la fin. Le programme du jour, nous l'avions annoncé hier, nous avons 2 masterclass et 2 films. Et donc une masterclass de Juste Philippot, ensuite de Sébastien Vanitschek, et au niveau des films, on va vous parler de tables basses qui sont assez dangereuses et qui font couler un maximum de sang. Et là, je tiens à préciser que c'est Julie qui m'a mené sur cette piste pour réunir les 2 films. Voilà, je te rends, Point commun entre les deux films. je te rends ce que tu effectivement. me dois. À César. comme on dit. Oui, ce que je te dois. Bref, on vous a parlé de 2 masterclass. On va commencer par la toute première, celle de Juste Philippot, avec, attention, petite exclusivité, si vous écoutez dès le début, nous allons avoir Juste Philippot en interview. Alors, je sais pas quand c'est que je sors cette interview, je vais peut-être la sortir au milieu de semaine prochaine, comme ça au moins ça continuera un mauvais tour. Mais ouais, il y a une interview de Juste Philippot qui va être un peu une... On va venir compléter ce qu'il a dit durant sa masterclass. Et donc Julie, je commence par toi. Est-ce que c'est une masterclass qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as vu de Juste Philippot? Et qu'est-ce que tu retiens de cette masterclass? J'ai beaucoup aimé sa masterclass. J'ai trouvé ça très chouette. Du coup, oui, rapidement, juste Philippot pour revenir sur ce qu'il a fait. Il est connu surtout pour ses 2 longs métrages qui sont donc La Nuée et Acide. Et aussi son court métrage, du coup, Acide, qu'il avait fait avant. Ouais, sorti en 2018, donc peu de temps avant La Nuée. La Nuée étant sorti en 2000... Enfin, sorti officiellement en 2020, mais Covid, donc 2021. Et donc, dans cette masterclass, il est vraiment revenu sur toute sa vie, presque on va dire, tout son parcours en fait de cinéphile et puis de réalisateur. Et donc, c'était très... J'ai beaucoup aimé sa générosité en fait qu'il avait pendant toute cette masterclass, puisqu'il donnait beaucoup d'anecdotes, des choses très intimes et des choses très inspirantes. Il y avait beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'authenticité, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce qui a fait que c'était très agréable à écouter. Je vais te lancer sur un truc parce que ça risque d'être une des questions qu'on va lui poser. Oui. C'est la question de... À un moment, il a pris conscience que le réalisateur, ça pourrait lui plaire. Et je sais que ça t'a plu de la manière dont il en a parlé. Oui, c'est ça, c'est que il disait que même si dans sa famille, c'était quand même des gens qui étaient quand même autour du cinéma, il n'avait jamais vraiment réalisé qu'il voulait être réalisateur. Et en fait, il a travaillé notamment dans le monde du bistrot, de la restauration. Et en fait, il nous a parlé de ça comme une sorte de parallèle entre voilà, le monde de la restauration et le monde des tournages, plutôt dans la façon de l'importance en fait qui est de travailler en équipe et donc de créer des bonnes équipes, voilà, l'importance du vivre ensemble et donc de la qualité du plateau de tournage. Et la question de la gestion aussi, il disait. C'est ça, la gestion des gens. Tenir une équipe, justement, de la diriger. D'arriver à travailler avec eux, d'arriver à les motiver. Et ça, je trouve ça très chouette qu'ils mettent l'accent sur ça, que ce soit un réalisateur qui ne soit pas uniquement à valoriser l'œuvre qu'il va créer. On a trop souvent, en fait, j'ai cette image de l'artiste qui valorise l'œuvre et qui a parfois tendance à dévaloriser les humains. Encore plus en France. Exactement. Et donc là, c'est une des premières choses que lui-même a mentionné, c'est que ce qu'il a
aimé, ce qu'il a apprécié dans ce métier, c'était le fait de gérer une équipe. Et ça, je trouve ça génial parce que pour moi, c'est totalement dans le métier de réalisateur. Tu fais des trucs cool, tant mieux, mais il faut surtout arriver à gérer et bien travailler avec les gens, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, que j'aurais du coup envie de parler de ça avec lui, si possible. Pour continuer aussi, une fois qu'il a eu cet élément déclencheur et au moment où il est arrivé à réaliser son premier long, il a rencontré toutes les embûches, il a notamment raconté toutes les emmerdes qu'il a pu avoir avec les différents concours, festivals, CNC, résidences qu'il a dû rencontrer, échouer, etc. Il nous a dit que, par exemple, ça c'est un truc qui nous a marqué, il a quitté Paris, ce qui est assez fou parce que... Il avait fait ses études à Paris. Il a fait ses études à Paris, il a voulu se lancer sur Paris et à un moment ça prenait pas. Donc avec sa compagne, je sais pas si c'est de l'époque ou si c'est actuel, il est parti à Tours et tous ses potes lui ont dit il arrête le cinéma. Et justement c'est tout le temps libre qu'il a eu une fois à Tours qui lui a permis de commencer à écrire ses premiers scénars, à écrire, à s'imaginer ses premiers films, ses premiers cours. Et c'est tout un concours, attention, de circonstances qui l'ont permis à réaliser. Et c'est assez cool parce qu'on sent que le mec... il a vraiment tenu, c'est quelque chose qui le tenait en longue haleine et qui lui a permis aussi de faire des ateliers d'éducation à l'image. Alors si je le souligne, c'est parce que pour lui, il veut pas qu'on parle de masterclass le concernant, mais il veut vraiment parler d'ateliers d'éducation à l'image, ce qui techniquement n'était pas trop le cas. Il a surtout parlé de sa vie et tous les éléments qu'il a pu avoir. C'est plus une façon de parler aussi de comment faire des films. Enfin, il était très technique aussi dans ça, c'est-à-dire dans comment on fait pour entrer dans des résidences d'écriture, pour le financement de ces films. Et voilà, ce que j'ai apprécié aussi, comme tu disais, c'était qu'il parlait de comment on fait pour faire des films quand on n'est pas sur Paris. Et il l'a montré comme quelque chose de possible, quoi. Lui-même en étant un exemple, il a pu pas faire... un concours de circonstances, encore une fois, il a vraiment appuyé là-dessus. Oui, mais voilà, il a ce qu'il a fait, qu'il ait rencontré les bonnes personnes et qu'il a pu trouver du coup des financements aussi en région, des organismes qui lui ont permis de faire ça. Ce qui était vraiment agréable dans cette masterclass, c'est qu'il prenait vraiment comme tu dis, il revenait sur l'aspect technique, mais il y avait vraiment décortiquer tout l'écosystème de comment fonctionne le cinéma français et comment tu arrives à passer du court au long, parce que vraiment en France la manière le plus simple le plus important de se faire connaître dans le milieu du cinéma et de gagner de l'argent dans un grand budget, c'est le long métrage. Le court métrage, c'est quelque chose que tu produis généralement à perte, parce qu'à part le vendre sur des plateformes et le faire de festival en festival, tu n'exploites jamais les courts-métrages, tu peux pas gagner de l'argent avec. Et donc du coup, il expliquait que dès qu'il y a un festival qui perce, il faut vite lancer toutes les procédures que tu dois pour réaliser ton premier long-métrage, absolument, parce que sinon tu rates le coche techniquement et après tu restes dans le cercle du court-métrage et si t'es trop longtemps, on t'enferme là-dedans. Et c'est hyper intéressant de voir comment fonctionne le système de cinéma français, que il y a peut-être des gens qui n'arriveront pas au long parce qu'il y a trop de choses qui t'en empêchent et qui te bloquent. Et puis ensuite, il te parle de ses projets de cœur, des projets qu'il a fait, La Nuée. Quelque chose qu'on a appris dessus, c'est qu'il n'était pas du tout scénariste et qu'il n'a pas pu le retoucher à cause de règles, quoi, tout un truc administratif limite. C'est ça, c'était dans le même type de résidence, si j'ai bien compris, quelqu'un d'autre qui avait écrit ce film et qui devait se faire réaliser, donc il est arrivé que ce soit lui du coup qui réalise ce film, mais c'était pas son scénario de base. Par contre, sur son court et son long Acide, c'est bien lui qui a donc à la fois écrit et réalisé. Ce qui a l'air d'être le cas de la série qu'il a fait également, pour HBO Max. Et du coup, je sais pas si on en parlera demain, mais du coup, il est actuellement en train de travailler sur un docu-fiction qui a l'air de vachement le tenir à cœur et donc il a l'air de faire une transition dans son cinéma, parce que c'est pas tant le genre qui l'intéressait que plus la question de la psychologie des gens qui y filment. Et donc j'ai l'impression qu'il se plonge un peu plus là-dedans, et on en parlait, toute la question familiale qui lui est hyper importante, qu'il veut aborder dans tous ses projets. Oui, et même lui, très rapidement, il nous a parlé de sa famille et de à quel point c'était important pour lui, ses parents, ses frères. Surtout ses frères, ouais. Ses frères, ce qui revenait énormément dans la discussion. Donc on va continuer avec celle de Sébastien Vanitschek. Je vais commencer par celle-ci parce que Sébastien Vanitschek, c'est le réalisateur de Vermine, comme vous pouvez le savoir, qui m'a fait une super dédicace, sauf que le problème c'est que le feutre bavé. Du coup, j'ai une grosse tache dessus maintenant. Alors, on voit toujours son message. Il y a toujours au moins Vanitschek de signer. Ça a bien bavé, quoi. Ça a bien bavé, quoi. Mais au moins, c'est dans l'esprit du film, tu vois. Ça bave. Et pour ça, j'avais écouté une de ses interventions dans le podcast. Et son énorme interview de 1h30 qui revenait sur En long, en large, en travers, sur comment Vermine avait pu exister. C'était une interview passionnante. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu peur avec cette masterclass d'avoir une redite. Je vais pas mentir,
sur tout le passage de Vermine, il y a eu beaucoup de redites. Par contre, là, ce que c'était intéressant, c'était lui, tous les passages le concernant sur avant Vermine, les courts-métrages, comment il a fait ça, comment il est parti de la fac pour réaliser ses propres cours, comment il a filmé avec ses potes. Il prenait un caméscope, il avait une idée, en 2 jours il filmait et il réalisait. Et c'était super cool parce qu'en fait, ces deux gars, il y en a un qui vient d'une fac de cinéma, l'autre pas du tout. Enfin, il en a fait, Philippot mais et... Filippo vient d'une Ouais. fac d'art, du spectacle et cinéma, alors que Sébastien Vanitschek pas du tout. Mais on sent que c'est juste leur volonté de faire des films et que c'est pas tant que ce qu'ils ont appris que comment ils ont expérimenté. Ce que j'avais aimé, c'était à quel point le gars, il transpirait l'envie de faire juste des films sans prise de tête, sans scénario. C'est juste, t'as une idée, on vient en film et puis sans réfléchir au-delà. Au début, c'est sûr, mais après, on Oui, voit bien que sûr. par la suite, quand il parlait, bon, bah, du coup, apparemment, c'est des choses que tu savais déjà, mais moi, pas forcément. Mais quand il Aussi, oui, parlait bien sûr. de la production du coup de Vermine, on voyait que pour lui, enfin, il savait très bien en fait ce qu'il voulait. En même temps que du coup, il parlait, il y avait diffusé des images en fait du dossier de production ou du moins d'inspiration visuelle qu'il avait associé au film. Et c'est chouette de voir ça après avoir vu le film parce que tu te dis, ouais, en fait, toutes les images étaient déjà là, quoi. Tout était hyper précis. On voit que pour lui, voilà, enfin, il accorde beaucoup d'importance du coup au travail esthétique. Il parlait de l'esthétique du sale et du moche, que j'ai bien aimé, et de, pareil, son amour des animaux et voilà, l'importance de travailler bien en fait avec des animaux. Et avec des non-professionnels, justement. Des gens Ouais, qui étaient plus, justement, par rapport, là, des animaux, tu veux parler de crocs. oui. Un de ses courts-métrages avec un chien. Exactement, je crois qu'il y a Jérôme Niel dans celui-ci, ça fait partie des plus récents. Et justement, il a expliqué qu'il avait la possibilité de tourner avec des éducateurs canins et que c'est pas du tout ce qu'il a voulu faire. Il a voulu juste partir avec des gens qui adorent les chiens et que pour Et lui qui ont c'était des beaucoup plus. chiens, c'est Et leur chien à eux, ils les aiment et ils veulent que ça se passe bien, quoi. t'avais noté quelque chose de tourner avec des animaux que t'aimais beaucoup de ce qu'il avait dit. On l'a noté en même temps, mais Moi, j'ai noté travailler avec des animaux imprévisibles, c'est que de l'adaptation. c'est ça. Et qu'on aurait dit que c'était vraiment quelque chose qui le stimulait et qui lui plaisait. Oui, ça va justement avec son idée de la manière dont il abordait les courts-métrages, avec une manière très instinctive. Mhm. C'est marrant de voir comment dans son cinéma, cette mise en scène va continuer à le suivre, même si dans Vermine, c'est énormément storyboardé, il y a très peu de hasard C'est qui est ça. fait. Mais ça qui est chouette, c'est-à-dire que on voit que tout est hyper bien prévu que voilà que finalement c'est hyper bien écrit, que c'est hyper bien esthétisé, comme tu disais, hyper bien storyboardé, mais il laisse la place en fait à ce qu'il y ait quand même de la vie, que ce soit avec les animaux, mais il disait aussi avec l'équipe qui laissait beaucoup de place aux acteurs et actrices de discuter, de changer des choses, de faire en sorte qu'ils s'approprient aussi le matériau pour que ça soit quelque chose qui corresponde à tout le monde et qui puisse du coup paraître, enfin que le résultat soit le mieux possible aussi comme ça. Jusqu'à la dernière minute, on a eu l'une des actrices, merde putain, t'as pas Lisa, le... Ni- Lisa Niarco, Lisa effectivement, Nerko, oui. qui joue la sœur de Caleb dans le film, donc Manon et Caleb du coup, qui étaient frères et sœurs et qui justement étaient constamment en train de un peu réécrire en fonction de leur personnage. Et Sébastien Vanitschek, même si des fois ça le faisait chier, hein, il a cité une phrase que lui avait dit Aja, c'est que sur un film de genre, il faut que tu écoutes tout le monde. C'est-à-dire que si par exemple tu as l'équipe technique qui se dit ok, ça on trouve que c'est un petit peu débile, c'est-à-dire qu'il y a forcément des gens dans la salle de cinéma qui vont le penser et ça risque de faire sortir. Il disait que limite de ce que j'ai compris, c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité et que tout le monde peut donner son avis pour justement améliorer le film. Et on ressent vachement ça dans cette volonté de vouloir faire un truc d'équipe. Mais en fait, c'est compréhensible parce que dès ses premiers cours, il faisait ça avec ses potes. Ça n'a jamais été lui, c'est toujours Mhm. avec mon crew, avec mes potes. Et on voit que même si je prends un peu l'avance sur Evil Dead, il a repris Florent Bernard. Mhm. Ça n'a pas été confirmé, mais croyez-moi, ici, voilà, on peut le dire, ça n'a pas été confirmé. Donc c'est pas un spoil ou une Non, là annonce. ce sont des hypothèses Ce sont seulement. des hypothèses que je pense très fortement. Mais un petit Jérôme Niel sur Evil Dead, pour moi c'est quasiment une certitude. Mais bon C'est bref, sympa. le gars il veut continuer de travailler avec ses équipes et ça, je trouve ça toujours cool quand t'as des gens qui continuent de travailler. Comme faisait juste Filippo. Il avait insisté pour qu'il ait son chef-op, ses Ouais, équipes c'est techniques ce que avec je me qui. disais, c'est un peu le point commun de ces deux réals, c'est-à-dire l'importance qu'ils accordent en fait à des bonnes équipes avec lesquelles ils travaillent bien et qui valorisent vraiment du coup la qualité humaine en fait dans le travail. Hmm. Et donc Evil Dead, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Bah, Evil Dead, en fait,
Alors, j'ai vu aucun Evil Dead, donc je peux très peu parler, mais il y a un truc qui a l'air vachement cool dans la manière dont il appréhende, c'est que, en fait, entre lui et Florent Bernard, ils ont deux approches différentes. Ça veut dire que Florent Bernard, lui, c'est un gros geek d'Evil Dead, il les a tous vus, il adore la saga et il veut grave lui rendre hommage. Et Sébastien Vanitschek, lui, il veut tout envoyer chier, il veut tout envoyer balader. Et je me dis, le mélange des deux, ça va être un truc explosif. Et Vanitschek, et ça se sentait dans Vermine, et j'ai pas encore vu ses cours, mais je vais essayer de les rattraper pour Evil Dead. C'est un gars qui veut tout balader, enfin qui veut tout envoyer chier, il veut un truc un peu mauvais garçon, avec une énergie, avec une rage. Et je me dis sur Evil Dead, ça va être tellement génial. Enfin, j'ai trop hâte de voir le résultat. D'autant plus qu'ils ont bien dit qu'ils avaient eu aucun cahier des charges et une totale liberté, en tout cas au point de vue du scénario. Tu crois pas à ça? Alors, c'est pas ce que je dis. Alors, en plus, là, il n'a pas un cadre professionnel, on va dire. Il n'est pas en cadre de promo, donc Ouais. il peut dire un peu ce qu'il veut, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc que disent les réalisateurs sur Netflix, les réalisateurs sur beaucoup, et que c'est ensuite plusieurs années plus tard qu'ils disent bon, si on a Ok. eu des contraintes. Alors, je veux bien le croire qu'il est honnête, et j'aimerais vraiment y Mm. croire à 100%, mais je t'avoue, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un peu un langage qu'on lui dit de dire en disant non, tu dis pas que t'as de cahier des charges. Oui. Voilà. Ok, certains mots clés. Moi, ma théorie, c'était que c'est à ce stade de la production, s'il y avait encore une liberté totale et que ça pouvait être Oui, remodulé plus parce que tard. à l'heure actuelle, le film, il disait il n'y a pas eu de retouche au niveau de scénario, mais il disait bien au moment où on se parle, il y a une lecture chez Warner Bros. Voilà. Et je crois qu'il y a No Line, je sais plus qui c'est qui est Possible, derrière ouais. Evil Dead. Mais bref, voilà, il y a une lecture à l'heure actuelle. Ça, c'est avant le tournage, c'est avant le montage. Il peut se passer beaucoup de choses. D'autant plus que, sans rentrer dans les détails, il a dit ça va se faire progressivement. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de le voir le film. Hmm. Peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. Bon, je sais pas, hein, on part sur des théories, mais voilà, c'est pas un film qu'on va voir de suite. Et juste pour les gens qui s'inquiétaient un petit peu et voilà sur est-ce que ce cher Sébastien va-t-il nous quitter pour aller aux States comme l'ont fait d'autres avant lui comme Alexandre Aja, je vais vous répondre que on n'est pas trop sûr. En fait, il avait dit explicitement après Evil Dead, je reviens en France et je continue. Alors là, il a dit à peu près pareil, mais le seul truc qu'il a dit, c'est que maintenant il se voit grave à l'international. Sans oublier la France, sans. Voilà, parce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait des projets qu'il voulait faire en France. Surtout qu'en plus, là où est-ce que c'est très excitant, c'est qu'il a dit les Amerlocs, il a pas dit comme ça, mais il a dit les Américains, eux, ils ont 300 ans d'histoire et ils sont un petit peu toujours, s'ils veulent remonter dans l'histoire, ils sont toujours un petit peu en train de raconter la même chose. Nous, on a des mythologies sur tout le territoire européen, on a un truc infini à exploiter. Alors, je sais pas s'il faisait allusion à ça, d'autant plus qu'il y a déjà eu des films et qu'il y a d'autres mythes qui existent, mais j'avoue, m'être imaginé un truc autour de la bête du Gévaudan par Sébastien Vanitschek et ça m'a donné extrêmement envie. Bon, il y a eu le Pack des loups de Gans et il y a eu d'autres choses et il n'y a pas que la bête du Gévaudan, mais je me dis, putain, ça serait trop bien si Vanitschek il va aller piocher dans la culture médiévale ou autre française et en sortir des purs films de ce genre. Enfin, j'ai vraiment très hâte. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des cinéastes les plus intéressants à suivre. Bon, il a fait qu'un long, mais j'ai pleinement confiance envers lui. Très hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Ah si, oui, je l'avais noté, il le fera jamais, hein, c'est impossible qu'il le fasse, mais si vraiment il pouvait faire le film qu'il veut, il adapterait The Mask dans la sauce du comic, c'est-à-dire très violent et tout. Ça aussi, j'ai trop envie de voir ça, mais bon. C'est vrai que ça me donne pas mal envie. Bon, 20 minutes. Déjà, on n'a Oh. pas parlé des films. On n'a pas parlé des films. Il y en a un sur lequel on va être plus court, mais on y reviendra. Nous allons commencer par vous parler de The Coffee Table ou La Mesita del Comedor de Calle Casas, un film de 2022. Donc nous l'avons vu tous les deux. C'est à partir de demain parce qu'on verra des films qu'on n'a pas vus ensemble. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est un film. C'est un film qui commence à faire parler de lui parce qu'il y a des retours très négatifs et sinon des retours assez mitigés. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de... À ce qui paraît, le public, le jury jeune a adoré le film. On en parlera. L'histoire, pour le faire assez courte, c'est l'histoire d'un couple qui a pas l'air de fonctionner des masses et le film commence sur une grosse dispute autour d'une table basse que le mari veut acheter, que la femme veut pas. Bon, finalement, ça s'achète. Sauf que autour de cette table basse, il va se passer un événement vraiment tragique et le film va exploiter. À partir de là, va tirer des fils de qu'est-ce qui se passe à partir de cet élément et on a 1 heure 20 du film à peu près sur autour de cet élément, qu'est-ce qui va se passer. Le film s'annonce comme étant une comédie macabre, avec un humour noir, un humour un petit peu, pas décalé, mais on va prendre cet élément de tragédie
Et on va pas s'empêcher de mettre des éléments comiques, des éléments avec des personnages un peu excentriques, avec des phrases qui ont un double sens, avec une situation où il y a une ironie du sort qui ont lieu, ce qui au début me faisait rire, et ensuite au fur et à mesure que le film plonge, on abandonne peu à peu l'aspect comédie pour aller dans le macabre. Un des points que j'ai trouvé intéressant, qui moi m'a plu, c'est que je trouve que le film part ne te plonge pas dans une empathie, mais te plonge dans un malaise assez profond, et ce qui fait que j'ai ressenti une boule au ventre immense du début à la fin, qui m'a plongé dans un état d'angoisse totale, parce que par petites touches, en tout cas au début, par petites touches, le film arrive à me plonger, à me faire projeter en me disant mais si ça m'arrive, c'est la fin du monde pour moi, je me sens beaucoup trop mal. Et du coup, j'arrive totalement à transparaître les émotions à travers le personnage que j'ai en face de moi. Et ça, je trouve ça très bien. Et il faut dire ce qui est, à la fin du film, on était lessivés. On était On était vraiment mal. assez mal. Par contre, je commence à l'amorcer et toi tu vas développer un peu plus parce que toi tu as eu beaucoup de mal à travers le film. Avec le recul et au fur et à mesure que le film avance, en fait, ton élément est suffisamment tragique, t'as pas besoin de surappuyer par derrière. Et je trouve que dans la manière dont il va surappuyer par instant, dans la manière dont il va jouer avec la comédie, qui par moments est vraiment de trop, et comment il va surappuyer aussi l'ironie de la chose, il y a un autre état de malaise, mais là c'est pas en mode waouh, je suis mal à l'aise par rapport à ce que me montre le film, c'est je suis mal à l'aise de ce qu'est en train de faire le film. Et aussi, le film est un peu bâtard par instant parce que je trouve qu'il va t'amener sur des fausses pistes dont tu sais pertinemment que c'est des fausses pistes. Tu sais pertinemment que le film ne va rien faire parce que sinon c'est la fin du film. Donc je trouve ça très bâtard et même malhonnête de sa part de me faire croire un moment, centre d'indice, un moment le mari va partir avec le couteau rejoindre sa femme à un endroit. On sait très bien qu'il va pas la tuer parce que si à ce moment-là il la tue, il y a plus de film, c'est la fin du film et on est au milieu du film. Et donc le film va dire, tu te rends compte qu'il peut se passer ça à ce moment-là. On sait très bien que ça va le faire. Et par contre, à d'autres moments où ça en est hyper intense, le film désamorce en disant, hop, petit fondu en noir, on est passé à autre chose. Il vient annuler ses propres effets. Du coup, entre le fait que des fois il est malhonnête, des fois il appuie trop et les moments où est-ce qu'il arrive à bien exploiter, il ne va pas jusqu'au bout. Ce qui fait que le film, avec le recul, me laisse un sentiment de moyennement apprécié. L'humour et la boule au ventre qu'il a réussi à me faire tenir fait que s'efface et s'estompe parce que le film me dérange, quoi. Et alors toi, Julie, c'est pire. Ben moi, tu parles du ton, c'est vraiment ça qui m'a... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le ton du film. Cette volonté de faire une comédie macabre, pour moi, en fait, j'ai trouvé ça beaucoup trop lourd et j'ai ressenti ça juste comme du mauvais goût. En fait, cette tragédie qui se passe au début, pour moi, le film va juste exploiter ça, en fait. Ce qui fait que je vais me sentir mal, je vais également avoir cette boule au ventre, mais parce que je vais me dire, ce qui se passe, c'est vraiment horrible, comme tu disais, je ne pourrais pas supporter que ça m'arrive. Et m'imaginer que par la suite, le film essaie de faire des blagues, de créer un peu de la tension un peu artificielle ou quoi, je trouve ça hyper malvenu. Du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, après... Voilà, peut-être que c'est moi, peut-être que ça touche une corde sensible chez moi ou je sais pas, quelque chose que je pensais pas forcément que ça allait me déranger de base, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Les gens rigolaient, j'étais en mode c'est horrible. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait rire, je trouve ça juste horrible. Donc même pendant le film, je me questionnais, je me dis le film veut aussi nous faire ressentir ça. Donc d'un côté, je ressens les bonnes choses entre gros guillemets. Si le film arrive à me faire réagir de cette façon, ça pourrait être bien. Ça me fait réagir. Mais je suis sortie du film, j'étais juste pas bien, quoi. Vraiment, ça m'a mis dans un état. J'étais tendue, j'étais pas bien, j'avais pas envie de vivre ça, quoi. Tout simplement. Donc, vraiment, un film que personnellement, je ne recommanderais pas. Il y a les 5 dernières minutes qui sont... d'une lourdeur encore plus... Ouais. Voilà. Mais après, ça peut passer. Je sais que par exemple, j'avais une voisine, je sais pas si tu l'entendais, ma voisine de place, pas toi du coup, mais qui vraiment, durant tout le film, était oh, tu te rends compte qu'il se passe ça? Oh, mais non, mais là c'est horrible. Qui était à fond dans le film. Et donc, tant mieux, peut-être qu'elle, elle a vraiment vécu et qui a, même si c'est un film qui met mal à l'aise, a dit putain, trop bien. Et le film a réussi son objectif. Donc, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile à conseiller.
En attendant, si vous voulez le découvrir, le film est disponible sur Prime Video, de ce que j'ai pu comprendre. Il n'y aura pas de sortie salle. En tout cas, c'est direct au VOD, direct aux plateformes. À l'inverse d'un film qui va sortir le 6 novembre, sur lequel on va essayer de pas trop appuyer parce que on fera un épisode spécial là-dessus le 5 novembre. Je vais faire exceptionnellement, je vais le sortir un jour avant pour vraiment encourager les gens à le découvrir. En hype. Mais voilà, si vous avez cliqué ici, c'est probablement pour ce film. C'est un film qui est extrêmement entendu depuis Cannes, dont je vous parle énormément bien depuis Cannes. C'est le prix du scénario du dernier festival de Cannes, ou 3 fois Cannes. Un film réalisé par Coralie Farja, et ça s'appelle The Substance. The Substance. Younger, more beautiful, more perfect. The Substance, l'histoire de Demi Moore, une présentatrice de 50 ans à peu près, d'aérobic, qui en fait est sur la touche parce qu'elle a 50 ans. Elle est trop vieille maintenant. Et oui. Donc, salut, ciao, on va te remplacer. Et pour la remplacer, en fait, elle va avoir un produit qui permet d'avoir une version améliorée, plus belle, meilleure d'elle, plus jeune. Et juste, par contre, c'est 7 jours l'un, 7 jours l'autre. Tout va bien se passer. Peut-être pas. Bref. Voilà. Alors, The Substance, je vais être très court, c'est le film de l'année. Voilà. C'est un film que j'ai vu déjà 4 fois. J'adore. Et il n'est pas encore sorti en salle. Il n'est pas encore sorti en salle. J'adore toujours autant ce film. C'est un monument du body horror. C'est un futur film culte. C'est un film qui a une liberté incroyable, qui a une énergie communicative fantastique. La salle était en furie à la fin. Je veux pas vous le survendre, mais voilà, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, c'est trash, c'est grossier, c'est kitsch, ça cite 1000 références et qui sont jamais utilisées gratuitement. Demi Moore est fantastique dans le film, elle se donne à fond et c'est pas une révélation, mais vraiment, elle est tellement bien dans le film, vraiment. On sent qu'elle s'est éclatée, elle joue différentes versions d'elle-même et à chaque fois, elle joue sur sa voix, elle joue sur sa posture, elle joue dans son regard. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas un film qui surappuie, bien qu'un film qui n'a aucune subtilité, a un propos sur l'impossibilité d'atteindre les codes, les standards de beauté. Les standards de beauté que dicte la société par le regard masculin. Bref, voilà. C'est une putain de tuerie, c'est génial. C'est un film extrêmement entendu et c'est normal parce que tous les retours sont excentriques et c'est normal parce que le film est excentrique. Julie, alors j'avais eu le malheur. Robin me disait ça depuis quelques mois déjà. C'est ça, donc voilà, il se peut que tu t'es dit, bon voilà, j'ai des attentes trop, le film va pas y répondre, donc au final. Et au final, c'était incroyable. C'était incroyable, putain. Vas-y. Non, voilà, j'avais vu The Coffee Table juste avant, j'étais super dans le mal, puis j'ai vu ce film et j'ai été reboostée. Comme tu disais, tu parlais de l'énergie, mais c'est fou, tu sors de ce film, tu te sens instoppable, quoi. Il y a vraiment un truc... En fait, voilà, pendant tout le film, il y a je sais pas comment dire, mais je pense que c'est aussi par la musique, par le rythme, par les images. Il y a un truc très rythmé, ça dit beaucoup de choses, ça va vite, c'est plein de vie, en fait. On discutait tout à l'heure de la question de la subtilité, parce que voilà, le message est très clair sur les standards de beauté, sur ce que une femme est censée faire dans cette société patriarcale. Ce propos-là est clairement là, il est très visiblement là, il est même très viscéralement là. Du coup, c'est pas subtil, mais c'est quand même fait de telle façon à ce qu'il y a une esthétique très forte, très assumée, hyper kitsch, comme on disait, très violente et grossière, mais qui fonctionne super bien. Moi, à travers tout le film, il se passait des trucs absurdes et hyper exagérés. Moi, j'étais en mode, mais tellement, c'est trop ça, en fait, la vie. En fait, t'es transporté dans cet univers, malgré... Enfin, voilà, il y a cette espèce de conte qui est raconté et moi, j'ai été totalement prise, en fait, par le film. Il y a 12 000 idées folles. Comme tu disais, les actrices, elles sont incroyables. Et on est vraiment pris, quoi. Enfin, c'est dur d'en parler. J'ai que des choses positives et que ce ressenti hyper fort, en fait, à la sortie du film. Ce qui fait que j'ai pas encore disséqué tous les arguments et on pourra, à l'occasion, le refaire plus tard. Oui, bien sûr. Mais là, tout à chaud, quoi, c'est juste plein de... Enfin, j'ai écrit un mot littéralement, j'ai écrit incroyable. Ah oui, putain, t'as rien rajouté d'autre du coup. C'est déjà suffisant, hein. Voilà. Ça me suffit.
on vous met l'eau à la bouche. On fera un épisode un peu plus complet et plus centré sur, du coup, The Substance pour le jour de sa sortie, avec des bouts d'interview de Coralie Farja que j'ai fait à Cannes, on va dire. Donc on va dire que si, c'est une Oui, interview bien sûr. que j'ai pu avoir. Mais bref, voilà, c'est une putain de tuerie. Bon courage encore à attendre. Il y a une avant-première un petit peu dans tous les pâtés de France le 1er novembre, si vous voulez aller le voir. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est une putain de tuerie. On aura quand même un avis un peu plus nuancé sur le film, pour voilà, sans trop en dévoiler. Mais bref, voilà, The Substance, c'est trop, 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 trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre, parce qu'en fait, je veux pas me répéter par rapport à ce que je dis depuis des mois, et je veux pas trop En en dire dire trop non par plus. rapport à ce qu'on dira en novembre. Donc, bref. Et ben voilà, le 3e épisode de Mauvais Tour est terminé. Ouais. On atteint quand même les demi-heures. On voit pas le temps passer. Hein. C'est On fou. papote, on est fatigué, mais on papote. C'est ça, on mange des pizzas pas On parle de chères, et films. on va à Tours et on se promène, et c'est trop bien. Bref, là je fais sans plan. Donc habituellement, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Demain, on réassiste à une masterclass, cette fois-ci de Parasomnia Productions. Toi, tu vois Je vois Primitif le matin avec Jesse Eisenberg. exactement, dernier film de la compétition. Ensuite, on a un ciné-concert. Bon, ça, je pense qu'on vous en parlera très rapidement, mais sans plus. Et après, on a Steppenwolf, film de clôture, avec, pourquoi pas, on reviendra peut-être sur le palmarès. Ouais, exactement. Et on a une interview. Si Kofit le même prix. Oh là là, putain, on va péter un Je pète un câble. câble. Et ou une table basse. Et on a l'entretien avec Juste Philippot. On Ça va verra. être sympa. Ouais, ça sortira. Du coup, j'essaie de vous sortir ça pour la milieu de la semaine, du coup. Et on le remercie d'avance d'avoir. Et merci Théophile. Il écoutera Merci pas. Théophile. Merci Théophile. Merci Charline grâce à aussi, lui. qui fait partie de la presse. On se parle pas, mais on sait que t'es là. Et merci Charline. Nous, en attendant que l'on revienne, aller voir des films. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à partager cet épisode, à dire hey, Mauvais Tour, vous avez vu le boulot que fait Avis des Assos, c'est quand même vachement cool quand même. Voilà, comme ça, eux, ils nous rappelleront l'année prochaine, ou en tout cas, ils nous autoriseront à revenir, et on a bien hâte parce que c'est quand même vachement chouette, Mauvais Tour. Allez voir des films, et n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, se dire que The Substance, c'est pas le film de l'année. Allez hop, voilà, nique les rageux, Voilà. des bisous et à demain. Salut. Bisous. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde. Oh la vache! Moi j'ai l'air has-been!